humain. Autre exemple de service que l'environnement rend, la pêche. La pêche, c'est une forme de prédation qui rappelle le type d'économie des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, et donc l'environnement nous fournit des poissons, mais à condition, évidemment, qu'on permette à cette vie de se maintenir. Et pour ça, il faut que les poissons puissent se reproduire. Et on le sait, les poissons se reproduisent, alors pas tous, mais un grand nombre d'espèces de poissons se reproduisent grâce aux coraux. Ils se reproduisent dans les coraux. Et ce sont des véritables nurseries à poissons. Alors, ce n'est pas tous les poissons, mais comme quantité d'espèces de poissons se reproduisent dans les coraux, derrière, c'est toute la chaîne alimentaire qui peut se développer. Et même des poissons qui ne vont jamais dans les coraux ont besoin de manger les poissons qui se sont reproduits dans les coraux, et ainsi de suite. Or, les coraux blanchissent. Alors, l'exemple classique, c'est la grande barrière de corail, qui est la plus longue structure vivante sur Terre, puisque les coraux, c'est une vie animale. Une vie animale avec un squelette de calcaire, et qui se développe. Il fixe le calcaire de l'eau, et les coraux construisent avec leur squelette un véritable rocher en calcaire. Et la grande barrière de corail, aujourd'hui, 25%, donc le quart, est blanchi. C'est-à-dire que les coraux sont morts. Il n'y a plus que le squelette des coraux, donc le calcaire. Et elle est aujourd'hui considérée comme un élément du patrimoine de l'UNESCO en péril, puisqu'elle est classée à l'UNESCO comme élément du patrimoine naturel. Et elle est en péril, elle est clairement en péril. Et il est évident que si le climat continue à se réchauffer, ça ne va pas s'arranger, puisque cela provoque l'acidification des océans. Et les coraux n'aiment pas du tout l'acide. Le calcaire n'aime pas l'acide, ça dissout le calcaire, l'acide. Et on estime que si le climat se réchauffe de plus de 2 degrés par rapport à la température de l'ère pré-industrielle, on estime que la plupart des coraux seront morts. Et que les coraux ne pourront pas supporter 2 degrés. Même 1,5 degré, c'est déjà difficile, et on voit qu'aujourd'hui, à 1,1 degré, 1 degré 2, on a déjà de vrais problèmes avec les coraux. Un autre exemple de service rendu par la biodiversité, ce sont les molécules qu'on utilise dans l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, environ un quart des nouvelles molécules que l'on utilise dans l'industrie pharmaceutique sont issues des forêts tropicales, qui sont des formidables réserves de biodiversité. Et si on détruit les forêts tropicales, on se prive d'un patrimoine génétique et chimique extraordinaire qui pourrait nous être utile, même qu'on ne connaît pas encore suffisamment, dont on ne sait même pas quelle utilité et quel service il pourra nous rendre, mais en tout cas, chaque jour, on en découvre les services. Donc, le développement de l'humanité dépend de son environnement. On a vu que c'était vrai depuis toujours, que l'homme vivait grâce à son environnement, et c'est encore vrai aujourd'hui. La modernité n'a pas permis à l'homme de s'affranchir de son environnement. L'homme a tenté de se rendre maître et possesseur de la nature. On voit qu'il ne contrôle pas tout, donc il n'est pas réellement maître et possesseur de la nature. L'homme a exploité l'environnement, mais il ne s'est pas affranchi de l'environnement, il ne s'est pas émancipé, il n'est pas indépendant de l'environnement. Un autre exemple de tout cela, c'est bien sûr le changement climatique. On veut parler des conséquences humaines, des conséquences sur l'homme. Eh bien, le changement climatique est un très bon exemple. Alors, on le sait, les températures augmentent à une vitesse totalement inédite, puisque en moins de 100 ans, on a augmenté d'environ 1,2 degré. 1,2 degré en un siècle, est-ce que c'est rapide ou est-ce que c'est lent? Eh bien, c'est extrêmement rapide, puisque on a constaté tous les changements naturels qu'on a pu mesurer, et on peut remonter très très loin dans l'histoire grâce à des carottages dans les glaciers de l'Arctique ou de l'Antarctique. On arrive à remonter très loin dans l'histoire. On a mesuré que lorsque le climat change fortement, par exemple lorsqu'il y a une ère glaciaire, il y a toujours eu des ères glaciaires, il y a des cycles qui sont dus à des cycles
à des cycles cosmiques qui sont dus notamment à l'inclinaison de l'axe de la Terre qui évolue, qui varie, ou à la distance Terre-Soleil qui varie elle aussi, donc des changements naturels sur lesquels on n'a pas de contrôle, eh bien on constate qu'en général, la température augmente ou descend de 0,5 ou au pire 1 degré tous les 1000 ans. Là, on a fait 1 degré en un siècle. Donc, on a une hausse très très rapide de la température de la Terre. Alors, il y a évidemment des fluctuations, hein, c'est la courbe qui est en orange. Les fluctuations sont très très variables, donc on peut avoir l'impression que certaines années, il fait plus froid que l'année précédente, c'est vrai. Mais si on fait la moyenne, et là, vous voyez, on a fait la moyenne sur 11 années en bleu, et là, on se rend compte, incontestablement, que la température augmente, et depuis les années 70, alors là on voit les effets de la grande accélération depuis les années 50, ça se manifeste là sur le climat depuis les années 70, où là l'augmentation est vraiment très très rapide, où là on a pris presque 1 degré en 50 ans. Donc en fait 1,2 degré sur un siècle, mais 0,8 ou 0,9 degrés sur 50 ans. Donc il y a une accélération du réchauffement climatique. Le problème du changement climatique, c'est évidemment que ça provoque une baisse des ressources de l'humanité. Et on voit sur cette carte, que je vous invite à aller voir dans votre livre, page 336, et ici la reproduction sur le diaporama est pas très lisible, on donne des exemples, par exemple, de baisse de la pluviométrie, c'est ce qui est en orange sur la carte, tout simplement on parle de sécheresse ici. Et la sécheresse, ça aboutit à la baisse des ressources de l'humanité. La sécheresse, c'est une catastrophe pour l'agriculture, et l'agriculture, c'est ce qui nous nourrit. Donc la terre devient moins capable de nous fournir de la nourriture. De même, si les températures sont plus douces dans les parties en vert, on peut se dire, ah bah là peut-être qu'on pourra développer l'agriculture. Oui, c'est pas impossible. Mais il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que les sols ne sont pas forcément adaptés. Et qu'un sol, ça met des centaines, voire des milliers d'années à se constituer. Un sol, ce sont des êtres vivants qui meurent, qui se renouvellent. Donc quand le climat évolue très lentement, le sol a le temps de se faire, de s'adapter. Les animaux ont le temps de se déplacer. Les écosystèmes ont le temps de muter progressivement, de se transformer. Parfois, ça peut provoquer aussi des disparitions d'espèces, bien sûr. Mais quand le climat change aussi vite qu'aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'en Sibérie, on réussisse à cultiver comme ça tout ce qu'on veut, parce que le sol n'aura pas forcément la richesse, ou du moins l'équilibre nécessaire à la production. Le problème, c'est que ça risque de rendre des lieux inhabitables. Des lieux inhabitables, là où c'est trop sec, là où il fait trop humide, là où les cyclones sont trop forts, là où il y a des inondations. Là où il y a des virus qui ressortent, par exemple, lorsque le permafrost ou le pergélisol fond dans les régions arctiques, il y a quantité de virus qui sont enfermés dans le pergélisol depuis des milliers d'années et qui d'un coup peuvent ressortir et contre lesquels on n'est pas forcément immunisé. Donc c'est l'homme qui est victime au bout du compte de tout cela. Néanmoins, je voudrais insister sur un point. Le changement climatique, quand on parle des conséquences sur l'homme, il faut prendre un peu de recul par rapport aux conséquences les plus évidentes. Par exemple, la montée des eaux. On dit, ah, l'eau va monter. L'eau va monter, oui, on va se noyer. Oh ben non, je pense qu'on ne va pas se noyer. On ne va pas se noyer parce qu'on va se déplacer, parce que on va nager pendant un certain temps, on va se déplacer, on va aller dans des endroits où l'eau n'a pas monté. De même, la sécheresse, on ne va pas mourir de chaud. Ou même la chaleur, tout simplement, même s'il fait plus chaud, si les canicules sont plus fréquentes et plus importantes, bon, il y a peu de chances que ça tue, que la chaleur tue vraiment les gens. En revanche, ce qui va se passer, et là, on commence déjà à le voir, c'est l'accroissement des conflits. C'est-à-dire que s'il y a moins de ressources, et c'est ça que porte le changement climatique, s'il y a moins de ressources, eh bien forcément, que va faire l'humanité? Elle va se battre pour les ressources qui existent.
Et c'est pour cela que les migrations climatiques dont on nous parle tant, c'est un vrai problème. C'est pas seulement parce que des gens vont arriver à des endroits où on n'avait pas prévu qu'ils arrivent, c'est aussi parce qu'il y aura moins de terres et donc que les gens vont se déplacer vers d'autres terres et qu'on va pas forcément vouloir les partager. Surtout que les terres agricoles sont quand même très limitées, qu'on a justement atteint un peu les limites de la planète de ce point de vue. Donc cette limitation des ressources va être de plus en plus difficile à supporter, et ça va provoquer des conflits, ça provoque déjà des conflits. On sait par exemple que la guerre civile en Syrie entre 2011 et 2021, la guerre civile en Syrie a été en partie provoquée, pas seulement, mais en partie, par un manque de nourriture qui est lié au fait que la Syrie ne parvient plus à produire suffisamment de nourriture pour sa population depuis le début des années 2000, qu'elle importe de la nourriture de Russie, elle importe du blé russe, et que la Russie a connu une mauvaise récolte en 2010. Et donc en 2011, les printemps arabes, donc toutes ces révolutions qui ont affecté tous les pays arabes, et tout particulièrement la Syrie où ça a dégénéré en guerre civile, les printemps arabes sont l'une des conséquences, enfin, bien sûr, des injustices et des problèmes politiques qu'il y avait dans ces pays, mais aussi du manque de nourriture qui a contribué à accroître les tensions dans ces pays. Tous ces problèmes, on peut se demander où ça nous mène. Et c'est une question qu'on se pose depuis longtemps. Justement, où est-ce que cela mène l'humanité ? C'est une question qu'on s'est posée avant même de connaître le changement climatique. Donc là, on n'avait même pas pris en compte le changement climatique. C'était en 1972. En 1972, un jeune scientifique, le barbu que l'on voit en arrière-plan, et son épouse, Donella Meadows, donc Dennis Meadows et Donella Meadows, étaient des scientifiques spécialistes de l'étude de l'évolution des systèmes. Et ils tâtaient un peu l'informatique, qui à l'époque ferait un peu sourire par rapport aux ordinateurs que nous avons aujourd'hui, et il travaillait à des simulations de transformation, d'évolution des systèmes. Et le MIT, où il travaillait, donc le Massachusetts Institute of Technology, l'une des plus grandes universités américaines, basée à Boston, où il travaillait, leur a proposé un projet de recherche qui était de rentrer dans leur ordinateur tous les paramètres qu'on connaît sur le fonctionnement du monde. Une sorte de Léviathan, comme dirait Hobbes, hein, qui imagine un être supérieur capable de prendre en compte tous les paramètres qui font fonctionner le monde. Parce que oui, le monde, c'est un système. Ils sont spécialistes de l'évolution des systèmes, eh bien, ils vont étudier ça. Ils ont rentré tous les paramètres du fonctionnement de la Terre, du moins ceux qu'ils comprenaient, ceux qu'ils connaissaient, enfin ceux qu'ils pouvaient évaluer. Ils ne connaissaient pas le changement climatique, notamment. Et ils ont rentré ça dans leur ordinateur. L'ordinateur a travaillé plusieurs mois, et il a fini par recracher un modèle qu'ils ont publié l'année suivante sous forme d'un livre qui s'appelle « Les limites à la croissance ». Ce livre a eu un succès énorme, a été publié à 12 millions d'exemplaires, traduit en de nombreuses langues. Et le rapport Meadows, qu'on a appelé aussi le rapport au Club de Rome, parce qu'en fait, oui, c'est pas le MIT qui leur a commandé cette recherche, c'est le Club de Rome qui était une sorte de groupement d'entreprises et de personnalités qui réfléchissaient à l'avenir du monde et qui leur avaient passé cette commande. Et donc le Club de Rome reçoit le rapport et le publie sous le nom de des limites à la croissance. Et alors, que nous dit le scénario imaginé, la prospective imaginée par l'équipe de Dennis Meadows ? Il nous présente un graphique. Alors, il y a plusieurs modèles, mais bon, celui qu'on a gardé, c'est celui dont vous voyez le graphique ici, qui est en pointillé. Alors, au début, vous voyez que ça s'arrête à la fin des années 60. Ce sont les paramètres qu'ils avaient. Et c'est le trait continu. Et puis ensuite, leur modèle, c'est le trait en pointillé. C'est ce qui est probable qu'il se passe, mais évidemment, c'est une prospective. On voit bien sûr que les ressources tout en haut baissent progressivement, c'est assez logique. On avait déjà repéré que les ressources baissaient, et d'ailleurs c'est en 1970 qu'on dépasse
que l'empreinte écologique de l'humanité dépasse la biocapacité de la Terre. On avait vu ça le jour du dépassement, c'est avant le 31 décembre, à partir de 1970-71. Donc les ressources baissent, et on voit que les ressources vont baisser énormément et que ça va s'accélérer, la baisse va s'accélérer. En même temps, la nourriture, on le voit, elle a augmenté parce que l'agriculture est de plus en plus perfectionnée, on produit de plus en plus. Et on voit qu'à partir de 2010-2020, eh bien, la nourriture baisse brusquement. Un peu la même chose, la production industrielle, tout en bas. La production industrielle, elle augmente, et puis on voit que juste après 2010, elle baisse très fortement.